pour les étrangers, on n'est pas taxé sur les revenus étrangers. Donc c'est très intéressant, c'est un vrai plus sur les Philippines. Donc lui, il a été maire de Davao avant de devenir président pendant je sais plus combien d'années, mais pas mal de temps il me semble. Et il a nettoyé effectivement tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est consommation de drogue aussi, avec une technique. Qui peut être discutable, mais qui est efficace. C'est une balle dans la tête. Si tu arrives ici et que tu penses pouvoir manger de la street food comme à Bangkok, mauvaise idée. Tu vas très vite comprendre que c'est pas le bon pays pour ça. Dans le sud-ouest du pays, qui sont extrêmement dangereuses, c'est l'archipel de Sulu, qui est situé entre Mindanao et la Malaisie. Là, c'est vraiment des endroits où il faut pas aller. Si tu vas là-bas en tant qu'occidental, tu vas probablement pas revenir. Alors aujourd'hui, on est à Manille, aux Philippines, et on va faire un petit podcast avec Benjamin où on va parler d'expatriation, puisque tu as passé quasi un tiers de ta vie à l'étranger, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Et on va parler aussi de business Amazon FBA, puisque tu es vendeur sur Amazon. Déjà, est-ce que tu peux commencer rapidement par te présenter en nous disant ton âge, d'où tu viens, ta situation familiale, enfin les grands basiques, on va dire, en hauteur, et puis ensuite on va rentrer plus dans le détail avec le podcast. Salut Julien, ravi de te rencontrer. Après 4 années à regarder tes vidéos, je suis très content de faire ta connaissance ici à Manille. Donc moi, c'est Benjamin, 33 ans, marié depuis 4 ans et récemment papa d'une petite fille qui a maintenant 1 mois. Félicitations. Je te remercie. Et voilà, donc je vis aux Philippines depuis 2016, Okay. après avoir vécu dans tout un tas d'autres pays avant ça. Justement, est-ce qu'on peut parler des différents pays où tu as pu vivre pour qu'on ait un peu une idée de ton expérience de vie à l'international? Oui, tout à fait. Donc après mes études, école de commerce en France, j'ai fait des stages à l'étranger, donc Okay. Maroc, Cambodge. Et après ça, mon premier emploi était en Thaïlande, un emploi qui m'a ensuite envoyé aux Philippines. Voilà un peu les pays dans lesquels j'ai vécu. Okay. Au total, donc ça fait depuis 2014 pratiquement que je suis exclusivement à l'étranger. Okay. J'ai un peu vécu au Portugal aussi. On en reparlera après, Ouais. mais voilà à peu près les pays dans lesquels j'ai vécu. Ok, donc c'est comme ça que tu es arrivé aux Philippines en fait. C'est à travers des expériences dans des entreprises, et cette entreprise t'a emmené de la Thaïlande jusqu'aux Philippines. C'était pas un choix spécial, tu n'avais pas programmé une expatriation ici en particulier? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est vraiment... Je voulais retourner en Asie du Sud-Est Okay. parce que j'avais déjà eu 2 expériences là-bas, un échange universitaire et un stage. J'avais adoré et je voulais continuer l'aventure. Donc j'ai trouvé ce job en Thaïlande qui après était dans une boîte en croissance et m'a envoyé aux Philippines pour démarrer vraiment le business ici. Donc j'étais très content. J'ai adoré cette expérience et j'ai adoré surtout le fait de vivre dans un pays comme les Philippines. Ok, du coup, l'Asie du Sud-Est, c'est ta zone de prédilection un peu, c'est ce qui te plaît? C'est en tout cas là où j'ai passé le plus de temps sur les 8 dernières années. J'aime beaucoup ça, oui, il y a vraiment beaucoup de points positifs. Il y a des points négatifs, on reviendra là-dessus. Ouais, justement, là, on peut attaquer directement. On peut peut-être même commencer par une petite présentation, on va dire, géographique philippine. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Asie du Sud-Est, la population, je voulais le dire quand même, c'est une bonne population, à 117 millions d'habitants. Il y a 7000 îles, donc c'est un pays quand même qui est très riche en beauté de paysage, etc. Et donc, c'est là où tu as choisi de vivre. Est-ce que tu peux commencer un petit peu par les points positifs? Qu'est-ce que tu aimes, en fait, après 8 ans quasi ici? Alors, donc aux Philippines, déjà effectivement, comme tu l'as dit, il y a de très beaux paysages, des très belles plages, des belles montagnes, des volcans, tout un tas de choses intéressantes à faire. Voilà, on peut vraiment voyager. Un coût de la vie qui est, c'est pas ce qu'il y a de plus cheap en Asie du Sud-Est. Je pense que si tu vas en Thaïlande, c'est moins cher. Ça a pas mal augmenté la Thaïlande maintenant. En vrai, Ok. ça doit être Ça reste quand même, je pense, moins cher qu'ici et peut-être la qualité un petit peu Un petit meilleure peu plus pour un élevé, prix ouais. équivalent. Ouais. Voilà, ici, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que tu as un peuple qui est beaucoup plus compatible avec Mhm. des Occidentaux comme nous. Mhm. Tout le monde parle anglais. 95% des gens parlent anglais pratiquement. Les gens ont quand même vécu donc 300-400 ans de colonisation espagnole qui À a partir du catholicisé 16e le siècle, pays, ouais. exactement. Ouais. Ensuite, ils ont enchaîné sur une américanisation de 50 ans. Et puis depuis, la culture américaine reste prédominante ici. Donc c'est quand même quelque chose auquel on est très familier en tant qu'occidentaux. Occidental, ouais. Et concrètement, c'est beaucoup plus facile de faire des relations, des amitiés avec des Filipinos qu'un autre pays d'Asie, par exemple Thaïlande. Exactement, si on veut ouais. comparer, ouais. Si on compare à la Thaïlande ou Ouais. encore pire au Cambodge, Ouais. ici, il y a vraiment un gap culturel qui est bien moindre Ouais. et beaucoup plus facile à combler D'accord. qu'en Thaïlande ou que dans tous ces pays-là. De toute façon, moi, en point positif pour les Philippines, en niveau 1, vraiment, c'est le peuple. Ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment, en plus, ils ont une joie de vivre. Ils sont vraiment sympas, les Filipinos. Je ne dis pas que les Thaïs sont pas sympas, mais c'est juste que ça se ressent peut-être moins parce qu'on a un gap culturel qui est beaucoup plus important. Et la langue, comme tu l'as dit, 95% des gens ici vont parler anglais. Et absolument à tous les niveaux. Ça peut être même, je sais pas, un gardien d'immeuble va parler anglais, ce qui ne sera pas courant dans d'autres pays d'Asie où ça va être uniquement les niveaux un peu plus éduqués, dans des jobs, etc.
etc. Donc ça, c'est un vrai point positif. Ouais. Ouais, effectivement, tu peux avoir une conversation casual avec ton Grab driver, enfin, Ouais. l'équivalent Uber, Ouais. ou bien avec un garde de building, ou avec n'importe qui, un serveur dans un restaurant. Tout le monde peut parler à peu près. Bon, faut pas aller dans la Oui. philosophie complexe, Oui. mais pour de l'anglais basique, tout le monde comprend. Après, ça dépend. Le serveur hier au restaurant avait un bien meilleur accent que moi en anglais, tu vois. Donc ça va dépendre vraiment. Oui, Et puis la nouvelle génération, elle se gave aussi de séries Netflix en anglais, donc elles ont un super accent. Ouais. exactement. Et tout ce qui est métier des services, maintenant, effectivement, ils Ouais. parlent très très bien anglais. Après, c'est plus effectivement sur les gardes, tu vois, les métiers Ouais. un peu plus outdoor, on va dire, où là, l'anglais va être assez limité, quoi. Une fois que tu as dit Hello sir, how are you? Where do you come from? Ouais. On a à peu près fini la conversation. Après, ils vont vouloir parler en tagalog. Ouais. Ouais. Qui est la langue locale. Tu la parles après 8 ans ici ou pas? Alors, j'ai quelques bases. Étant marié à une Filipina, j'avais pris des cours aussi au début, mes premières années aux Philippines. J'avais pris quelques cours pour essayer de pouvoir parler aux clients dans leur langue. Mais c'est un peu difficile de pratiquer parce que comme tout le monde parle anglais, Ouais. tu vois, tu as tendance à tout de suite switcher en anglais. En fait, ils le feront pour toi. Tu Ouais. commences en tagalog. Ah, you speak tagalog? Et ensuite, ils te répondent en anglais. Ce qui est intéressant avec cette langue, c'est qu'il y a 30% de la langue qui est espagnole. Oui. De racines espagnoles. Ouais, Donc, ouais, y a... je pense que ça. Enfin, même quand j'entends parler, ça arrive souvent que je pique des mots que je reconnais puisque je parle espagnol. Ouais. Il y a effectivement de l'espagnol, il y a des bases indo-malaises. Vraiment, la base de base, c'est indo-malais, un peu comme en Malaisie. Donc, tu vas retrouver aussi des termes un peu arabes. Par exemple, pour appeler un mec dans la rue, tu vas dire kouya, un peu comme khouya au Maroc. Ouais. Donc, c'est la même racine. Aussi, Salamat, voilà, on retrouve des termes arabes. Ouais, donc, c'est assez intéressant comme langue. Ouais, c'est pas la seule, il me semble, aux Philippines. Le tagalog, c'est parlé justement dans alors, le tagalog, c'est parlé sur Luzon. Ouais, donc, Luzon. il y a 3 régions aux Philippines. Tu as Luzon, c'est vraiment la grande île au nord. Là où il y a Manille, justement. Là où il y a Manille. Ouais, Et ça inclut Palawan aussi, qui est très populaire. Après, il y a les Visayas, qui sont un peu ce qu'il y a au milieu. Okay. Et au sud, Mindanao. Okay. Les 2 îles du sud, enfin les 2 ensembles du sud, parlent le Visaya généralement. Okay. Après, il y a des sous-langues, il y a tout un tas de sous-langues, je crois qu'il y en a à peu près 300 qui sont très différentes. Il y a même des endroits où ils parlent des choses qui n'ont rien à voir, mais très localisées. Et la langue principale des Philippines, c'est tagalog et anglais, c'est ça? Et anglais, donc c'est les 2 langues, les langues officielles. Ouais. Ouais. Tous les documents officiels vont avoir l'anglais et généralement le tagalog aussi. Donc ça, gros point positif aussi pour un occidental. Exactement. Ouais. Tous les contrats, tout est en anglais. Si vous allez à l'immigration pour faire des papiers, tout est en anglais. Donc c'est très très facile de comprendre des choses. Ok. Tu as d'autres points positifs que tu voudrais ajouter? Alors, autre point positif, après, il y a tout ce qui est business. Donc, comme tu as dit, on est dans un pays qui est pratiquement à 120 millions d'habitants, avec donc beaucoup de croissance. On est sur du 6 à 8% de croissance annuelle. Donc, il y a énormément d'opportunités, même localement. Tu as plein de gens, moi j'ai plein d'expats que je connais qui ont lancé des business ici localement, des business assez simples. Ça peut être un resto, ça peut être des petits business de consulting ou des petits trucs comme ça, et qui arrivent à générer des très bons chiffres parce qu'il y a beaucoup de croissance et pas énormément d'offres. L'hôtellerie aussi est très en demande aux Philippines. Et problématique parce que finalement, en termes de vraiment haut de gamme, il n'y a pas grand-chose. Il y a des enseignes, mais c'est un peu vieillot. Exactement, ouais. C'est un peu difficile pour moi de trouver des bons hôtels aux Philippines. En fait, aux Philippines, tu vas trouver l'hôtel à 10 € qui va vraiment être un hôtel avec un matelas épais comme tes semelles de chaussures, des draps à fleurs. Il coûtera 10 € ou 10 $, mais il sera vraiment ultra inconfortable avec de la peinture bleue sur les murs. Et après, tu peux trouver un hôtel haut de gamme type Shangri-La, type des choses comme ça, mais ça va coûter 300-400 $ la nuit. Là, je crois le Shangri-La où je suis, là, je crois que c'est dans les 500 $ la nuit à peu près. 500, ouais, ça va bien augmenter. Et en fait, ça tabasse bien si on compare, si on remet ça sur le spectre Asie, on va dire sur la zone Asie. La qualité qui est donnée pour 500 $, je trouve qu'elle est en dessous de. C'est à peu près du 300 $ dans d'autres pays d'Asie, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est le gros problème, la value for money dans l'hôtellerie ici. C'est d'ailleurs mon job avant, c'était ça. C'était de développer des hôtels mid-range. Et il y avait vraiment de quoi faire. Good. Il y a un autre point positif que tu voudrais mentionner? Alors, point positif également, oui, on va dire que c'est pour notre genre de business, qui sont des business en ligne où les revenus proviennent de l'étranger. C'est très intéressant fiscalement parce que les Philippines ne taxent pas le revenu qui provient de l'étranger lorsque l'on est un resident alien, donc un étranger résident aux Philippines. Si vous êtes philippin, vous devrez payer sur votre worldwide income. Global, Voilà, mais pour les étrangers, on n'est pas taxé sur les revenus étrangers. Donc c'est très intéressant, c'est un vrai plus sur les Philippines. Et après, en termes d'autres points positifs, il y a le climat. Donc après, tout le monde n'aime pas la chaleur tropicale, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça. Toi inclus, je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien.
Donc clairement. ici, il fait chaud toute l'année, globalement. Là, en ce moment, c'est l'hiver. Mhm. Et tu as vu que ça fait pas trop hiver à Paris. Non, non. Non, il fait un bon 30. Il fait un bon 30 degrés, Ouais. au soleil plutôt 40. Vous avez quoi comme variation au long de l'année? Bah, ça varie entre 28 et 35, Ok. 40. Ouais, ça peut monter Voilà, ça quand peut même. être un point négatif, je dirais, Et c'est peut-être en... la ville qui veut ça, peut-être aussi, non? Alors, c'est vrai qu'en province, il fait toujours 2-3 degrés de moins. Ouais. Mais voilà, le mois d'avril, mai, là, ça commence à être très chaud. On va monter sur du 30, 38 parfois. Ok. Donc là, ça devient un peu insupportable par moment. Et après ça, il y a la saison des pluies qui intervient. Donc Mhm. pour ce qui est l'été occidental, c'est la saison des pluies. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité et toujours de la chaleur. Donc Ouais. c'est pas très agréable. On est toujours suintant. Donc moi, c'est pas ce que je préfère, mais généralement, ces mois-là, je les passe pas ici. Ok. Ok. On passe au point négatif maintenant. Bah, c'est une parfaite transition, ouais, pour les points négatifs. Donc la chaleur, Peut à certains l'être, moments, peut l'être. exactement. La pollution que ça entraîne. Voilà, la pollution donc, est à la fois entraînée par la chaleur et par le trafic Ouais. dans les villes. Il y a beaucoup de trafic. Ici, il y a beaucoup de véhicules qui sont très obsolètes, des jeepneys qui sont des espèces de jeeps Willys étendus, de la Seconde Guerre mondiale, voilà, non? qui sont voilà, des restes de la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, ils en construisent aussi. Ils ne sont pas tous de Ah, la ok. Seconde Guerre mondiale. Oui, il y en a des neufs, mais ils n'ont pas l'air neufs. Ok. Parce qu'ils roulent toute la journée et toute la nuit. C'est des appareils qui Et puis sont c'est des vraiment mécaniques poussés. super simples qui doivent polluer énormément, j'imagine. Exactement, bah, tu as des fumées noires qui sortent du pot d'échappement, ça fait un bruit pas possible. Donc ça, c'est un point négatif, Ouais. la pollution. Après, à Manille, j'ai envie de dire que c'est pas le pire en Asie. Je pense que Bangkok est pire niveau Ouais. pollution. Ouais. Parce que Manille a cet avantage d'être près de l'océan. Il y a beaucoup d'air marin qui permet de nettoyer un peu tout ça. Mais ça reste fort quand même. J'ai regardé ce matin, là on est à 120. Ça reste Ça reste, pas ça optimal, reste- hein, c'est ouais. sûr que. Mais Ouais, c'est vrai que c'est un des gros problèmes de toutes ces grosses villes d'Asie qui ont grossi trop vite en fait avec trop de exactement. population et du coup du trafic. Ça c'est vraiment le chaos. Manille, Jakarta, Bangkok, même Cebu, on peut dire aussi toutes ces villes là. C'est un peu difficile et donc ça c'est vraiment pour moi le gros point négatif. C'est un point négatif, définitivement. Après, je dirais le deuxième gros point négatif, c'est le manque d'infrastructures. Donc ça, il y a vraiment un besoin de construire des infrastructures ici qui se fait ressentir. Mhm. Donc il y a pas beaucoup d'autoroutes, tu vois, par exemple, qui relient les différentes parties de la ville. Ils ont construit un skyway qui traverse la ville sur 30 km, tout en surélevé. Ouais. Donc ça, c'est assez stylé. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà pris. Ouais, non, j'ai vu Une partie. des vidéos en fait. Il y en a pas mal Ouais. de gens qui prennent des vidéos parce que ça fait une belle skyline. C'est derrière. magnifique, C'est ouais. très beau. Ouais. À faire, je Ouais. dirais que c'est une activité Ah, mais en touristique. fait, tu vois, c'est tellement une horreur de me déplacer dans Manille. C'est la 5e fois que je viens aujourd'hui, au Ok. moment où on fait cette interview, que je choisis l'hôtel et je reste dans le quartier autour de l'hôtel. C'est un enfer en fait. Là, pour faire ce podcast, par exemple, il est à 5 km de l'hôtel. Ça a mis 45 minutes. Ouais. Donc, je ne vais pas aller faire, je sais pas combien, 1 heure de route pour voir un Skyway en fait. Ouais, mais Mais oui, sûrement que ça vaut le coup. En tout cas, je l'ai vu c'est en marrant vidéo, à ça me voir. suffit. Ok, donc manque Manque d'infrastructure. d'infrastructure, pareil sur l'aérien. Sur l'aéroport, ouais. L'aéroport est surbondé, Ouais. il manque de terminaux. J'ai eu de la donc, chance hier, franchement, c'est la meilleure arrivée que j'ai fait à Manille, c'était vraiment super. Mais sinon, c'est toujours un enfer. Même pour ceux qui vont voyager en business ou dans la plupart des aéroports du monde, il y a toujours un fast track. Ils n'ont pas de fast track, que ce soit pour à l'aller ou en arrivant. Ah ouais, non, tout le monde est logé à Tout la le même monde est enseigne. logé à la même enseigne avec des heures parfois d'attente. Donc ça, c'est un vrai problème. Il est un peu vieillissant. Enfin, je sais même pas s'il est vieillissant l'aéroport. C'est Si, juste. si. Ouais. Tu peux dire ça. Ouais, mais c'est juste aussi que c'est mal organisé. J'ai l'impression Oui. qu'il y a un souci d'organisation. Et c'est dommage parce qu'en soi, c'est pas un mauvais hub en Asie Oui, pour voyager. C'est bien desservi, c'est bien connecté quand même, Manille, je trouve. Oui, il y a beaucoup de liaisons, parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'expatriés philippins, Ouais. de travailleurs qui travaillent dans plein de pays de la région et puis même au-delà. Ouais. Donc c'est bien connecté avec le Moyen-Orient, avec les États-Unis, Ouais. enfin l'Amérique en général, du Nord. Ouais. c'est pas dégueu. Mais après, voilà, c'est cet aéroport. L'expérience de l'aéroport Voilà. est un peu cata. Ouais. En fait, l'aéroport, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est en plein centre-ville. Ouais. Donc, du coup, il peut pas être étendu, si tu veux. C'est tout construit tout autour. Donc, ils ont trois terminaux. C'est ça, ouais. 4 terminaux, pardon. Ah ouais, 4. Il y a 3 runways et 4 terminaux. Ok. Et ils peuvent pas en construire plus. Là, ils sont en train de construire un nouvel aéroport assez loin du centre, Ok. qui devrait ouvrir d'ici 2028 et qui Mais ça va être permettra un enfer pour y peut-être. aller, non Voilà, On ils va vont mettre pas deux- mettre le 2 fast heures. train qui va là-bas. Et ils vont mettre un Ils vont pas le mettre. vont pas le mettre, ok. Non, il y aura un fast train qui va jusqu'au métro, qui est un enfer à prendre. Donc, Ok. je sais pas ce que ça va donner, mais ça risque pas de s'améliorer tout de suite, malheureusement. Bon, au moins, on donne une image des deux côtés, du positif et du négatif. Il y a autre chose que tu voudrais dire en négatif aussi, chose qui t'embête un peu au quotidien ici? Franchement, le trafic, je pense que voilà, c'est une conclusion, une conséquence directe du manque d'infrastructure, c'est qu'il y a Ouais. beaucoup de trafic, on passe beaucoup de temps, mais tu en as parlé à l'instant. Ouais.
Je dirais que c'est le gros point négatif et c'est pas que à Manille, même parfois dans certaines villes un peu plus petites, on a aussi, des trajets qui sont vraiment rallongés par rapport à la distance qu'on parcourt, Ouais. du fait du trafic, hein. C'est chaotique, il y a pas vraiment de règles. Un autre point négatif que j'aimerais aussi ajouter de mon expérience personnelle, de mes voyages ici, ça va être la nourriture, mais peut-être qu'on va pas être d'accord. Je trouve que c'est assez moyen par rapport à d'autres pays d'Asie. Ce que tu vas avoir sans faire trop de recherches, c'est pas incroyable, on va dire. Je te rejoins là-dessus, Ok. effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais parce que moi, j'ai mes habitudes, donc je souffre pas de ce point-là. Finis par te trouver tes Voilà. fournisseurs, etc. C'est un peu la même chose que Panama, en fait. Panama, de prime abord, Hein, hein. c'est pas incroyable la nourriture, mais dès que tu connais vraiment, tu peux manger super bien. Est-ce que c'est un peu la même chose ou pas? Complètement, Ok. complètement. Tu as des très bonnes adresses, mais il faut les connaître. Si tu arrives ici et que tu penses pouvoir manger de la street food comme à Bangkok, Non. mauvaise idée. Tu vas très vite comprendre que c'est pas le bon pays pour ça. Ouais. La nourriture locale, donc je vais pas cracher dessus parce qu'il y a quand même des choses qui sont bonnes. Il y a quelques plats, tu vois, un chicken adobo, ça peut être très bon. Il y a du kini-lao qui est une sorte de ceviche philippin. C'est Ok. très très bon aussi si tu aimes le poisson un peu mariné dans le vinaigre. Donc il y a des très bonnes choses. Mais c'est pas facile, voilà, c'est pas genre tu vas à un endroit et on va te le filer, directement. Il va falloir chercher, il faut connaître. Le bon endroit. Ouais. Exactement. Ouais. Et justement, toujours sur ce volet nourriture, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu fais tes courses, comment ça se passe justement, tes fournisseurs, etc. Alors l'avantage, aux Philippines, c'est quand même un pays de service, hein. Il y a énormément de main-d'œuvre disponible et qui n'est pas chère, donc ça permet de se faire livrer beaucoup de choses. Mhm. Donc moi, personnellement, j'ai quelques fournisseurs de nourriture, un boucher, un fournisseur de fruits de mer, un fournisseur de fruits et légumes. Donc je commande à ces différents fournisseurs C'est quoi? C'est pour des les sites web différents ou produits. des applications ou tu leur parles directement Alors il y a sur des WhatsApp? sites, il y a des, pages Instagram. Ok. Voilà, c'est vraiment, variable. Ça Ok. prend un peu de temps, mais comme moi j'aime bien cuisiner, toi, j'aime bien sélectionner mes produits, avoir des bons produits dans mon réfrigérateur et dans mon congélateur. Donc, je passe le temps qu'il faut pour me fournir en bons produits. Ok, donc une fois que tu as un petit peu tes fournisseurs comme ça, tu arrives à bien manger à Manille. Complètement, Ouais, ok. complètement. Mais la première impression pour quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui a voyagé pas mal en Asie, du Sud-Est notamment, c'est que c'est pas incroyable, la première impression. Non. Mais une fois que tu Voilà, prends c'est tes comme marques, ça va. partout, Ok. on peut toujours trouver des bonnes choses. Ok. Aujourd'hui, le monde est tellement globalisé qu'on trouve tous les produits. Si tu veux manger du foie gras, tu peux trouver du foie gras. Ok. Si tu veux des très bons vins, tu peux trouver des très bons vins. Bah, ils coûteront un peu plus cher qu'en France, mais on peut trouver. Tu m'as dit, il y a même Mark Spencer qui est ici, Il y a un Mark Spencer, il y a quelques chaînes de supermarchés locaux qui ont des bons un produits peu haut de également. gamme. Ouais. On peut vivre complètement comme ça, on peut Ok. trouver des très bonnes choses. Après, on va souvent payer beaucoup plus cher en allant dans ces supermarchés. Ok. Alors qu'en passant par les sites que j'utilise, tu vas pouvoir payer les choses vraiment à très bon prix sur Ok. des viandes américaines, des US Angus beef. Tu peux avoir des très très bons prix en passant par ces fournisseurs. En parlant justement des courses, on va passer au volet suivant qui était le coût de la vie ici. Combien ça te coûte de vivre ici par mois? Je sais pas si tu peux partager un budget, sachant que tu es en couple, c'est ça, avec, Oui. avec une petite dernièrement. Donc vous êtes trois. Combien ça coûte à peu près par mois? Quel est le budget à peu près qu'il Ouais. faudrait? Alors nous, on est propriétaire de notre appartement, Ok. donc déjà, on n'a pas de loyer à payer. Mhm. Mais sinon, un loyer, bon, pour quelque chose de correct, ça va être autour des 1 000 $ hein, pour Ok. avoir un bon appartement avec une ou deux chambres. On va compter dans ces eaux-là, minimum. Donc c'est pas vraiment super cheap hein, pour vraiment avoir des bons Ouais, standards. et même si tu veux, j'avais commencé à regarder un petit peu BGC, si tu veux vraiment être bien centre. BGC, c'est un des quartiers les plus huppés, on peut dire ça comme ça, de Manille. Oui. Et on est plus autour des 2000 si tu veux un appart vraiment dans une bonne tour Si avec tu du veux, ouais. standing, etc. Ouais. Ouais. Ouais, si Donc tu c'est veux un très bel pas appart. cher, mais bon, c'est pas non plus Singapour ni Hong Kong, hein. Exactement. Donc, Oui, ça reste 4-5 fois moins cher que Singapour, Ouais, Hong ouais, Kong. non, ça reste abordable, mais c'est pas du cheap. C'est pas Absolument. Bangkok. Ouais, voilà. Mais Bangkok aussi, dans certains quartiers, Ça a augmenté, c'est ça vrai. a poussé dur dernièrement et tu serais impressionné, je pense. Ok, donc le loyer, une fourchette autour des 1000 Voilà, $, 1000, disons 1500. entre T'as 1000 et quelque 2000 chose? $, on a quelque chose quand même de très correct, Ok, voire très bien. ok, Euh, ok. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, nous, pour la famille, on doit dépenser à peu près dans les 1 000 à 1 500 $ par mois, Ok. incluant les restos et la nourriture type course. Donc c'est pas énorme, hein, on dépense pas énormément, on mange très très bien. Ok. Donc on va souvent au Pas resto mal de plusieurs sorties fois par resto, semaine. etc. Ouais, Ok. ouais, on se prive absolument pas. Ok. Donc à peu près ça. Ensuite, assurance, santé. Donc Mhm. là, récemment avec le bébé, ça devient de plus en plus intéressant d'avoir une assurance. Ouais, important surtout. Ouais. Très important. Donc l'assurance, là, on paye à peu près pour la famille 500 $ par mois. Ok, ok. Donc on a une assurance complète, ça Qui couvre inclut surtout. tout, la maternité, tout, on n'a rien payé pour la maternité. C'était un point suivant, mais comme on y est, est-ce qu'on peut parler de la qualité des soins ici, les hôpitaux, les cliniques qu'est-ce que Alors tu en penses? il y a de très bons hôpitaux, enfin il y a 2-3 hôpitaux à Manille qui sont très bons en termes de standing. Il y a l'hôpital Saint-Luc à BGC, qui est là où on a donné naissance à notre petite.
Vraiment, quand tu rentres là-bas, tu as l'impression d'être à l'hôtel. C'est vraiment super. Ça n'a rien à voir avec les hôpitaux en France en termes de standing. Donc vraiment bon service. Mhm. Au niveau des docteurs, il y a des bons docteurs. Je dirais, tant qu'on n'a pas quelque chose de très compliqué. Ok. Si tu n'as pas une condition rare, ça va, tu vois. S'il faut faire une naissance par accouchement voix haute, comme ce qu'on a fait, une césarienne, ils vont faire ça très très bien. Moi, j'avais fait une petite opération au genou, pareil, il y a quelques années, ça s'était très bien passé. Ils m'avaient très très bien soigné. Ok. Donc pour ce genre de choses, ça va. Après, si tu as un truc rare, une maladie rare, un parasite rare, des choses comme ça, vaut mieux quand même aller dans un pays un peu plus développé où on va avoir des médecins plus spécialisés. Ok. Mais globalement, tu trouves la qualité, elle Mais est bonne. globalement, à Manille, il y a un très très bon hôpital qui est Et celui-ci, on te reçoit rapidement ou si Oui. tu as besoin d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est assez rapide? dans la journée. Ok. Voilà. Tu peux trouver un spécialiste immédiatement. Pour Ouais. tous ceux qui nous disent à chaque fois qu'on rentre en France se faire soigner, ça fait aucun sens entre les billets Exactement. d'avion, etc. Non, non, non. Bah, je vais te donner un exemple concret. Le week-end dernier, ma petite d'un mois, donc ça fait quelques semaines qu'elle a eu un hémangiome qui s'est développé sur le visage. Donc c'est une petite tache rouge qui apparaît souvent chez les nouveau-nés et qui disparaît généralement au bout de 3-4 ans. Donc étant donné la localisation sur le visage, c'est un petit peu problématique. Donc on a voulu traiter ça rapidement. On a été voir un pédiatre excellent qui nous a fait rentrer à l'hôpital dans le jour d'après, donc dans la semaine en cours. On a pu, au cours du week-end, rester à l'hôpital pendant 2 nuits, effectuer tous les tests. Donc, on a vu ophtalmo, spécialiste dermato, spécialiste cérébral, toutes les spécialités. On a pu faire IRM, tout, échographie, tout, en 2 jours pour pouvoir vraiment avoir un diagnostic complet et parfait. Ok. Et ensuite, on a pu commencer le traitement immédiatement et c'est déjà en train de partir. Donc, vraiment Super. super expérience. Super. Très content. Et tout ça a été couvert par Et ton par mon assurance? assurance, j'ai rien payé. Donc, Ok. Super. Super. On continue du coup sur le coût de la vie. Donc là, on a parlé de l'assurance, du logement, de la nourriture, des activités, etc. Combien tu dépenses à peu près pour qu'on ait l'enveloppe globale de tes dépenses mensuelles à peu près? oui, alors moi, les activités, c'est principalement voyage, hein. Ok. Après, mes activités de tous les jours, c'est courir. Donc, Ok. ça coûte Ça pas coûte très pas cher. grand-chose. Voilà, je bouge un peu vers des montagnes aux alentours de Manille assez régulièrement, 2-3 fois par semaine. Ok. Et ça me coûte pas grand-chose, vraiment. Et après, c'est les voyages. En voyage, je dois dépenser peut-être, en moyenne, peut-être 1 000 $ par mois sur l'année. Ouais. Tout ce qui est billets d'avion, hôtel, etc., etc. Ok, donc si je fais des additions, donc 1005 pour la nourriture, 500 d'assurance, on est à 2000, 1000 de voyage, 3000, et le loyer, bah, t'en as pas, mais en vrai, donc ce sera un budget de 4000 pour Ouais, une 4 5 famille 000 $, hein. pour vivre Après, bien. pour vivre bien, vraiment très confortablement, Ok, sans avoir aucune restriction. Ouais. ok, intéressant. Et allez, pour ceux qui vont nous demander, quelqu'un qui voudrait vivre vraiment cheap à Manille, il pourrait venir Ah bah, avec il y a quel pas de budget? limite dans l'autre sens. Si on veut vraiment vivre cheap, tout dépend des standards Ouais, qu'on s'impose, hein. mais tu peux vivre pour pas Tu peux grand. vivre pour 1 000 $, Ouais, ouais. Si tu prends un studio, pas forcément dans le meilleur quartier, mais à côté, tu ouais, peux trouver des trucs à 300-400 balles. Après, tu peux manger pour pareil, 300-400 $. Et si t'as pas d'assurance santé, bah, ça tu va. vois, Et c'est tu voyages déflorement. Et pas, puis tu ouais. voyages cheap, tu peux voyager super cheap aussi, hein. Ouais, Tu c'est peux vrai. prendre le bus, tu Non, peux mais même voyager en pour. parlant d'avion, il y a des avions dans cette zone, dans la zone Asie. Exactement. Pour 20-30 balles, il y a des vols Voilà, si parfois. tu fais toutes les piso sales, ce qu'ils appellent piso sale, tu peux avoir des vols parfois à 1 peso, ce qui fait 2 centimes. Il y a des vols parfois. Ok. Donc voilà, c'est possible de vraiment optimiser à fond. D'ailleurs, tu viens de dire pesos, donc la monnaie locale. Pour ceux qui ne savaient pas, donc c'est la monnaie ici. Est-ce que c'est une monnaie qui est compliquée ou pas pour toi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation? Est-ce que c'est gérable au quotidien? Alors, c'est une monnaie qui est pratiquement un stablecoin face au dollar. Ok, Ça bouge pas trop. Enfin, entre 50 et 60 pesos pour 1 $ ok, au cours des 10-15 dernières années. Donc, il n'y a pas ok. énormément Donc il y a eu de une variation d'une variations. vingtaine de pourcents. Oui, mais c'est dans un sens et dans l'autre, hein. Ok, ok. Ça oscille dans cette zone. Ok, niveau calcul, ça va. 1 pour 50, ok, ok. Donc 500, c'est 10 balles, 10 dollars. Voilà, c'est Ouais, ça. donc ça va. 600 en ce moment. 600 en ce moment? Ok. Ensuite, le point suivant que je voulais aborder avec toi, c'était l'éducation. Donc, j'imagine que jusqu'à présent, tu t'es pas trop intéressé au sujet, mais maintenant que tu as la petite, ça rentre dans l'équation un petit peu de savoir comment elle va aller à l'école, etc. Donc, est-ce que tu as un peu d'infos là-dessus, peut-être à travers ta femme qui a été éduquée ici? Voilà, si tu peux nous partager l'éducation. Oui, alors aux Philippines, il y a des écoles internationales, Ok. lycée français, lycée anglais, lycée international. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est pas donné, hein, c'est assez cher, hein. Je pense qu'on est aux alentours des 1 000-2 000 $ suivant l'âge de l'enfant par mois. Par mois? Ok. Ouais, donc c'est vraiment pas cheap, Ok, hein, ok. pour ces écoles-là. Après, il y a aussi des choses locales, des écoles chinoises, philippines. Enfin, il y a beaucoup de Chinois aux Philippines, Mhm. historiquement. Donc il y a ces écoles-là qui peuvent être une bonne option, beaucoup moins chères, avec Ok. une éducation qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel,
est peut-être pas quelque chose à complètement écarter Ouais. quand on voit ce que devient le système éducatif occidental. Mhm. Donc moi, j'ai pas encore de choix qui sont faits par rapport à ça, mais clairement, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup me pencher dans les années à venir et je n'exclus pas une éducation complètement différente de ce que j'ai pu moi-même recevoir. Ok. Et quand tu dis des écoles chinoises, la langue, par contre, ça va être l'anglais. Hein. Ça va être l'anglais en fait. Quand je dis école chinoise, c'est chinois-philippin. Ok. C'est-à-dire qu'aux Philippines, il y a beaucoup de Chinois qui sont généralement des catégories aisées. Ils sont philippins, mais chinois ethniquement, voilà, Ok. d'immigration antérieure. Ok. Et ces gens-là donc, ont des écoles souvent qui sont, entre guillemets, presque réservées à eux. C'est-à-dire qu'ils envoient tous leurs enfants aux mêmes écoles. Et ils ont une éducation qui va être pas complètement l'éducation à l'américaine typique. Il va y avoir un peu de style chinois dedans, Ok. dans l'éducation. Donc il y a ça. Après, il y a des écoles locales. Globalement, tout va être en anglais, donc ça va être assez simple à ce niveau-là si je choisis de mettre mon enfant dans une école locale. Ok. Après, sur l'université, on peut parler aussi rapidement des universités. Il y a 2-3 universités qui sont pas mal. Moi, ma femme a fait donc, l'université Athénéo de Manille, Ok. qui est une université de bon niveau. Hein. Moi, j'ai rencontré pas mal du coup de ses amis qui viennent de là-bas. Tous sont vraiment des gens intéressants, des gens intelligents. Donc, c'est vraiment bien, bon niveau. Niveau prix, on n'est pas très très élevé sur ces universités. Ça doit être dans les 3 à 4 000 $ par an Ok. pour ces universités-là. Donc, qui sont les meilleures des Philippines. Hein. Tu sais s'il y a le droit de faire du homeschooling aux Philippines ou pas? Bien sûr, aux Philippines, c'est un pays libre. Hein. Ok. Punchline. Très bien, très très bien. Et d'ailleurs, une question qui m'est venue à l'esprit. Bon, là, elle est toute petite, ta fille, mais quelle langue tu vas lui parler? Bah, moi, personnellement, je lui parlerai français. Ok. Ma femme va lui parler anglais. Ok. Et après, quand on sera. Donc, nous, on n'est pas à 100% du temps aux Philippines, donc on voyage pas mal. Donc, j'aimerais bien qu'elle apprenne une autre langue. Ok. Au moins une autre langue. Donc, je ne sais pas laquelle ce sera, mais voilà, qu'il y ait au moins une autre langue. Il y aura le tagalog qui viendra, donc la langue locale, ça viendra avec ma femme aussi. Et puis peut-être Avec les amis. avec les ouais. amis, voilà, les relations locales. Sachant que ta femme a appris le français, tu m'as dit. Hein. Et voilà, elle a appris le français, oui. Ouais. Donc, Donc, elle parle couramment maintenant. ok. Donc, vous pouvez tous les trois parler la même langue. Oui, on peut se comprendre. Bien Ouais, en profondeur. ouais, Ouais. ouais. Agréable. Ok. La sécurité maintenant, c'est également un sujet qui est très important, surtout quand on voit ce que ça devient en Occident. Quel est le niveau de sécurité ici? Alors, historiquement, je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes de sécurité avant Duterte. Comment c'est maintenant? Alors, la sécurité, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Ouais. Ici, si on prend le pays dans son ensemble, il y a des zones dans le sud-ouest du pays qui sont extrêmement dangereuses. C'est l'archipel de Sulu, qui est Ok. situé entre Mindanao, l'île de Mindanao, et la Malaisie. Là, c'est vraiment des endroits où il faut pas aller. Si tu vas là-bas en tant qu'occidental, tu vas probablement pas revenir. Carrément. En entier, en tout cas. Ok. Donc, c'est vraiment dangereux. Ouais, ouais. Il y a un mec qui s'est fait enlever il y a pas longtemps, mais personne va là-bas parce qu'on Ok. sait que c'est extrêmement dangereux. Il y a des attentats régulièrement. Voilà, il y a un gros problème avec Abu Sayyaf, qui est un groupe extrémiste qui agit dans cette région. Ok. Après, sinon, Mindanao dans son ensemble, l'île du Sud, il y a quelques endroits aussi à éviter, mais globalement, les autres endroits, on peut y aller. Davao, la ville d'où vient Duterte, justement, c'est très safe parce qu'il avait déjà nettoyé cette ville avant de nettoyer le pays plus en profondeur. Tu peux raconter pour ceux qui ne connaîtraient pas justement, parce que c'était une des villes les plus dangereuses du monde, hein, Davao, Oui. et en très peu de temps, il l'a transformée dans une des plus safe du monde. Oui, donc lui, il a été maire de Davao avant de devenir président pendant je sais plus combien d'années, mais pas mal de temps, il me semble. Et il a nettoyé effectivement tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est consommation de drogue aussi, avec une technique Qui peut être discutable, peut être mais qui est discutable, efficace. mais voilà, c'est assez une balle efficace. dans la tête. Pour celui qui vend et celui qui achète, je crois. hein. Exactement, oui, oui, il n'y avait pas trop de distinction. Donc, Ouais. moi, j'observe les résultats, peu importe la méthode. Mhm. Je vois que globalement, si on regarde même Manille, où il y avait aussi des problèmes de consommation de drogue dure, aujourd'hui, je pense qu'il y en a moins par rapport à 2016, qui est le début du mandat Duterte. Mhm. Je pense que c'est plus safe globalement. Même si on va dans les quartiers populaires, pauvres, franchement, on sent rarement en insécurité. Mhm. Faut pas aller dans le pire slum de Manille, bien évidemment, mais si on reste dans des Un endroits bidonville, corrects, ouais. voilà, ça reste ok. Ok. Et après, si on veut de la sécurité extrême, il y a des quartiers fermés qui sont extrêmement safe, quelque chose qu'on trouverait nulle part en France, par exemple. Ok. Mais de manière générale, c'est ce qui est important à dire avec l'expatriation dans ce type de pays. Les endroits où un expatrié va vivre, c'est très sûr. Et Exactement. c'est souvent plus sûr que même des quartiers parisiens du 16e ou les Champs-Élysées. Ça va être souvent plus sûr ici. Complètement. Donc voilà. Mais c'est important de faire ce point Oui, sur, et sur puis la on peut sécurité. prendre sa voiture, aller n'importe où pratiquement aux Philippines, mis à part les 2-3 régions que j'ai mentionnées.
sans problème, hein. Mhm. Il y a pas de risque élevé de quoi que ce soit. Ok. Donc c'est quand même bon à savoir, hein. Alors maintenant qu'on a dépeint un portrait plutôt sympa des Philippines, est-ce que tu peux nous parler de comment tu es devenu résident ici et peut-être nous dire les options pour ceux qui nous regardent, qui voudraient s'expatrier ici? Alors il y a plusieurs options. On peut arriver ici sans aucun visa particulier, juste avec un passeport français ou autre qui laisse entrer aux Philippines. On obtient 30 jours de résidence gratuite, entre Pas guillemets. de droit de rester. Voilà, Ouais. de droit de rester Ouais. gratuit, Mhm. qu'on peut étendre. Donc on peut aller dans un centre d'immigration et étendre pratiquement à l'infini. Ouais, on me l'a déjà dit, et il y a des gens qui ont étendu sur plusieurs années carrément. Complètement, ouais, Ils ouais, il sont y a des totalement gens 5, flexibles avec 6 ça. ans, Ouais. pas de problème. Ils sont Ouais. très flex, tu peux étendre pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc là, par contre, tu es sur un statut de touriste, hein. Là, tu es en statut de touriste, mais qui te permet quand même de De rester rester. et de Ok. vivre ta vie comme tu l'entends, si tu veux essayer le pays, par exemple. Après, pour devenir résident plus long terme, donc il y a le visa de travail que Mhm. j'ai eu pendant un certain nombre d'années lorsque j'étais employé. Donc ce visa, il faut être employé par une boîte locale et il te permet de rester donc 1, 2 ou 3 ans. C'est Ok. maximum 3 ans. Après, il faut le renouveler si tu prends. Ça se matérialise comment? C'est un visa sur ton passeport ou c'est une Voilà, carte de résident? c'est un visa sur le passeport et Ok. une carte de résident. Ok, les deux. Les deux, Ok. ouais. Donc Ok. les processus pour les obtenir sont un peu longs parfois, mais il y a des agences qui s'en occupent. Ça peut être assez smooth aussi. Dans la vie de tous les jours, est-ce que ça te solutionne certains problèmes, par exemple le banking ou le fait de, je sais pas, un abonnement téléphonique? Il y a des pays où même prendre un abonnement téléphonique, si tu n'as pas de carte de résident, c'est compliqué. Est-ce que tu pourrais vivre en tant que touriste ici ou il faut vraiment Tu peux avoir... vivre en tant que touriste, hein. Ouais, tu Ouais, pourrais tout faire, le loyer, etc. pratiquement. Ouais, ok. Après, ouvrir un compte en banque sans visa officiel, c'est un petit peu plus compliqué. À l'époque où je l'ai fait, où je suis arrivé ici, moi, c'était possible. On Mhm. pouvait aller ouvrir un compte en banque, ça marchait. Là, on va expérimenter. Voilà, là, tu me fera, diras. ouais, on fera une vidéo supplémentaire. De toute façon, on va en parler du banking un peu plus loin. Ok. Mais je pense que c'est toujours possible. Après, c'est comme toujours avec le banking, faut pas s'arrêter au premier refus. Ouais, il faut pas s'arrêter au premier refus. Il y a des cases que les banquiers ou banquières doivent remplir et donc il faut leur donner ce qu'ils ont besoin de remplir. Donc Exactement. il faut trouver, il faut être créatif. Mais sachez que je le suis. On fera une vidéo à ce sujet plus tard. Ok, donc ça c'est le visa de travail. Et ensuite, il y a quoi comme autre option? Voilà, ensuite, donc, si on veut une résidence long terme, il y a le visa spouse. Donc, pour ça, il faut être marié avec une Filipina. Donc, moi, j'ai ce visa-là maintenant depuis que je suis marié avec une Philippine. Mhm. Là, c'est assez facile à obtenir à partir du moment où vous êtes marié localement aux Philippines. Donc, il faut Ok. être sur les registres locaux. Ça s'obtient en 2 fois. En fait, il y a une première application où il te donne un temporary, un probationary, Ok. un visa probationnaire qui est valable pendant 1 an. Ok. Et ensuite, si on n'a pas fait de bêtises pendant ces 1 an, on peut avoir le PRPR, Ok, donc permanent residency. Exactement. Donc là, c'est un titre de résident ad vitam. permanent. Exactement. Ok. Il faut quand même faire un petit annual reporting. Donc, il faut se connecter à un Skype Ok. chaque année et payer genre $20 Ok. pour le maintenir. Ok. Et la carte, elle est valide combien de temps? 5 ans. 5 ans. Et Donc, tous les 5 ans, il faut refaire la carte. tu Ouais. renouvelles la carte. Mais par contre, il n'y a pas de date d'expiration en soi Sur le visa. sur ta résidence Exactement. en tant que telle. Ok. Donc ça. Et puis la dernière façon, là, je vais faire une vidéo prochainement dessus, c'est un nouveau visa qu'ils ont mis en place dernièrement qui s'appelle le FIV. Je ne sais pas s'ils l'appellent 5 ou FIV en tout cas, qui permet d'obtenir la résidence permanente directement en moins d'1 mois. Par contre, il faut faire un investissement de $75 000. Donc ça, je documenterai. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce process. Mais c'est assez intéressant parce que tu passes directement par la case... Enfin, tu arrives directement à être résident permanent. Tu vois, tu passes pas par des cases de résidence temporaire avant, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça permet d'aller jusqu'à la citoyenneté si tu le veux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant avec les Philippines, c'est que ça fait partie des rares pays d'Asie qui donnent leur citoyenneté à des étrangers de différentes ethnies, parce qu'il y a des pays qui naturalisent, mais uniquement des Asiatiques de la zone. Mhm. Là, ils naturalisent des gens de d'autres ethnies et ils acceptent la dual citizenship, comme on dit, la double nationalité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, le passeport en lui-même n'est pas incroyable. Non, c'est pas un passeport incroyable, d'autant plus qu'il t'oblige à payer une taxe à chaque fois que tu sors du pays. Ouais, et même en termes de qualité de mobilité, il est moins bon, par exemple, qu'un passeport thaïlandais ou des passeports de cette zone-là. Ça fait partie des moins bons passeports de cette zone. Mhm. Donc, clairement, pas top, mais C'est toujours bien, un passeport diversification. supplémentaire n'est jamais de trop. Surtout, voilà, si c'est un passeport qui ne va pas vous apporter une stigmatisation comme je sais pas, un passeport peut-être afghan, oui, là, c'est problématique, mais un passeport philippino, c'est pas négatif en soi. Donc ça, c'était pour les visas. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a sûrement d'autres petits visas, d'autres façons d'obtenir le visa, mais ça, c'est les grands moyens, on va dire, les plus populaires d'obtenir un droit de rester sur le long terme ici.
Un autre point que je voulais aborder, et tu m'as appris quelque chose de très très intéressant lors d'un appel qu'on a eu il y a quelques jours, c'est le banking, donc les banques ici aux Philippines et leurs secrets bancaires. Et ça, j'en avais aucune idée. C'est là l'importance en fait de rencontrer des locaux, des gens qui habitent et qui expérimentent le pays de long en large, c'est d'apprendre justement cette petite connaissance de terrain. Donc si tu peux nous parler un petit peu des banques ici. Oui, alors les banques ici, elles sont assez safe. Premièrement, elles sont très traditionnelles. C'est pas facile d'obtenir des emprunts, donc elles sont pas À prêter de l'argent à offre tout va à voilà, n'importe prêter de qui. l'argent en mode, subprime. Donc Ouais, c'est assez cool à ce niveau-là. ok, L'argent est relativement safe. On peut avoir des comptes dans des devises étrangères ok. assez facilement, du dollar, de l'euro, pourquoi pas, ou autre chose. Il y a vraiment beaucoup d'options. Du yuan, tu m'as dit aussi. Yuan, oui, qui est pas souvent offert dans les banques, étrangères. Ouais. Donc c'est intéressant à ce niveau-là et c'est intéressant du fait qu'il y a le secret bancaire, Mhm. qui est un des meilleurs secrets bancaires, au monde Ouais. aujourd'hui, quasiment, complet. En fait, il faut que la banque ait l'accord du, De la propriétaire du personne qui compte, détient voilà, le compte. Ouais. pour, pouvoir donner les informations. Ouais. Bah, j'ai fait un petit peu de recherche et effectivement, c'est quelque chose qui date de 1974, donc de Foreign Currency Deposit Act. Et donc, tous les dépôts en devises étrangères sont de nature absolument confidentielle et ne peuvent être examinés sans la permission écrite du déposant. Donc, ouais, c'est assez fort et j'en avais pas du tout connaissance. Donc, du coup, je vais creuser un petit peu plus tout ça et je ferai sûrement des retours sur la chaîne et dans la formation Offshore Mastery, bien sûr. Ok, niveau banque, si tu as des recommandations, c'est quoi les gros noms de banques ici Alors les grosses banques, tu as BDO. Ok, BDO, c'est la on banque en du voit plus pas gros mal, ouais. conglomérat. Voilà, après, tu as BPI, c'est Ayala. Ayala, qui est un gros développeur ici aux Philippines, qui a Ok, construit BGC, là où tu es, en ce moment. ok. Donc, ils ont construit la ville. Et après, bon, tu en as des un peu plus petites, Union Bank, qui sont pas mal aussi, hein. Ok, et puis après, tu as des présences de banques internationales. J'ai vu ICBC, Oui. Citibank est ici. Oui. Après, je sais plus, j'ai vu un immeuble Wells Fargo, mais je sais pas Non, si. c'est des call centers. Ah, ok, ok. Ouais, Ah, toutes les banques américaines que tu vois, c'est des call centers. ah, ok, Ouais. ok. Ah oui, c'est une grosse industrie aux Philippines. Ok, intéressant, Donc, intéressant. beaucoup d'entreprises Intéressant. américaines. Par Ouais. contre, Citibank est réellement ici Oui, et Citibank, ils sont là. ICBC et HSBC aussi est là. Mais d'ailleurs, Citibank, ils ont été rachetés, enfin, ils ont mergé en tout cas avec une banque locale, Ok, Union Bank. Donc ok. maintenant, c'est Union Bank. Ah, ok, ok. Oui. Ok, on va passer au dernier sujet sur la partie Philippines. C'est le sujet que tout le monde attendait, hein, vraiment. Les femmes. Donc, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est vrai que les femmes aux Philippines sont reconnues internationalement pour leur beauté. J'ai fait un petit peu de recherche. Elles ont gagné 15 concours majeurs, 4 fois Miss Univers, une fois Miss World et puis 4 fois Miss International, etc. Donc, et puis ça fait partie de la culture, le pageant, les concours de beauté Beauty ici. pageant, ouais. Ouais, ils adorent ça ici. Ça fait vraiment partie du truc pour toutes les nanas. Oui, oui, c'est vraiment un truc, qui est très populaire. C'est un peu comme, je sais pas, le foot, dans certains pays. Ici, c'est les beauty pageants, hein. Ok, ok. Donc il y a une grosse, industrie de la beauté. Ouais. Et du coup, effectivement, ça produit de très belles femmes. Il y a un mélange génétique aussi qu'il faut préciser. Au niveau des femmes, il y a un métissage, puisque comme tu l'as dit, Mhm. il y a eu les Espagnols qui sont venus ici au XVIe siècle. Donc ça également, c'est quelque chose qui fait qu'il y a des visages assez intéressants. Mhm. Et la fille que je fréquente actuellement, par exemple, elle fait pas spécialement Philippe. Enfin, on la met au Panama, tout le monde va penser qu'elle est vénézuélienne, par exemple. Vraiment. Mhm. Elle est typée limite Amérique latine plus que Bah, ici. pareil, Donc, ouais. Ma femme aussi, ouais. tu pourrais la mettre en Amérique latine, elle pourrait passer pour une, latino. C'est Ok. très difficile parfois de les définir. De les définir. Et Ouais. un truc que j'ai remarqué en voyageant avec elle, c'est que dans pas mal de pays d'Asie, ils pensent qu'elle est locale. C'est quelque Bah oui. Ouais. À partir du moment où on est un peu asiatique, Ouais, et un ils peu, n'arrivent pas à ouais, définir d'où elle est ouais. exactement. Et ouais, donc ils lui parlent en thaï, en Indonésie, ils pensaient qu'elle était de là-bas. Enfin bref, c'est assez amusant. Ouais. Ok, donc les femmes philippinas sont assez convoitées par leur beauté, par leur humour, par leur niveau d'anglais. C'est quelque chose qui est appréciable si on compare avec beaucoup de pays d'Asie où les conversations vont être assez limitées, alors que là, on peut vraiment avoir des conversations profondes. Et du coup, t'en as carrément épousé une. Exactement. Voilà. Ouais. Donc moi, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer, ma femme il y a quelques années. On s'est mariés et voilà, on a eu un enfant. Donc, je vais faire, une éloge positive des femmes philippinas. Mais après, voilà, on peut très bien s'amuser également aux Philippines, hein. On n'est pas obligé de se marier. Il y a énormément de choses à faire, avec les femmes philippines. Elles aiment s'amuser également. Elles sont pas toutes, elles vont pas vous demander de vous marier, du jour au lendemain. Ouais. Donc c'est un très bon pays pour les amateurs de belles femmes. Ok. Et par contre, un truc que je voulais ajouter, donc tu t'es marié avec une Philippina. Il est pratiquement impossible de divorcer aux Philippines, sauf dans des cas très spécifiques et également pour les musulmans. C'est un des rares pays au monde, je crois qu'il n'y en a que deux, si je ne dis pas de bêtises, ici et le Vatican, où on ne Exactement. peut pas divorcer.
Oui, alors c'est vrai que le divorce, c'est Sur le pas papier, ça légal fait peur quand sur tu le vas signer, papier, non? mais attention, ça ne s'applique pas aux étrangers. Donc si OK. une Filipina ou un Filipino est marié avec un étranger, le divorce est possible. OK. Et également, ils ont une forme de divorce de ce que j'ai compris. En gros, tu divorces sur le contrat, mais tu restes marié, et tu jamais entendu ça? OK. C'est possible. De ce que j'ai pu lire et de ce qu'on a pu m'expliquer, c'est que en fait, ça restera ta femme, mais tu peux être légalement divorcé, en fait, pour, chacun, suivre sa vie et je crois pas qu'on puisse se remarier après des 2 côtés. Enfin, après, il faut comprendre que, les Philippines, c'est un pays extrêmement, pratiquant catholique, hein. Dans la région, c'est un des plus, pratiquants à part le Timor oriental, mais sinon ici, c'est 80 de la population qui est catholique et catholique pratiquante. Pas comme en Occident où, Mmh. la plupart des gens, sont catholiques de naissance, on va dire, mais en fait, ne le pratiquent pas. Ici, ils ont la croix autour du cou, ils vont vraiment à la messe et donc toute cette influence, ça fait que, les règles sur le mariage sont quand même assez strictes. Non, non, effectivement, faut le savoir, mais n'ayez pas peur. Voilà, en tant qu'étranger, ça va. Oui, ça va, ça va. Ouais, et tu peux divorcer à l'international. Si tu Oui, dans divorces à tous les cas, l'international, si tu c'est es bon. marié dans un autre pays, il y a Exactement. pas de Et après, problème. si tu as divorcé à l'international, tu peux faire reconnaître le divorce ici. Oui, c'est ça, J'ai lu un petit peu. exactement. J'ai lu un petit Voilà. peu. C'est pour pas bloquer la Filipina qui pourrait plus se remarier. Ouais. Ce serait assez triste pour elle. Est-ce que tu retournes fréquemment en France? Et si tu peux me dire un petit peu ta vision maintenant avec autant de temps de vie à l'étranger sur la France? Alors moi, je retourne régulièrement en France, oui, tous les ans, je retourne plusieurs mois. Ok, plusieurs mois L'été carrément. généralement, ouais, 3-4 mois. Ok, Mais pour moi, c'est vraiment très localisé. Je vais dans les montagnes, dans les Alpes, ok. et je passe très très peu de temps à Paris parce que T'étais originaire de voilà, je Paris? suis originaire de Ouais. Paris à la base, mais je ne trouve rien qui m'intéresse à Paris. Ok, Pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Donc je vais là-bas pour la nature, pour les montagnes, parce que j'aime beaucoup ça, mais pas pour autre chose. ok. Donc 3 mois par an. Et du coup, ta vision sur la France, est-ce que tu trouves que ça change au fur et à mesure des années? Oui, effectivement, moi j'ai du mal à me retrouver en France Est-ce que tu te sens un petit peu déconnecté? Enfin, moi, quand j'y complètement. vais, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je me sens limite étranger en fait au pays. Ouais, exactement, parce que moi, je ne crois pas au modèle français, au modèle socialiste. Je ne comprends pas ce modèle, hein, je n'y adhère absolument pas. Donc, Il ne fonctionne pas. voilà, il ne fonctionne pas et il est obligatoire. Donc, à partir du moment où on n'a pas envie d'en faire partie, on devrait pouvoir opt-out. Ouais. Mais c'est pas possible. Bah, Donc, si, voilà. c'est en votant avec ses pieds, en faisant ce que tu as fait, c'est-à-dire Exactement. de partir t'expatrier ailleurs. Ouais. Donc, je passe quand même du temps là-bas parce que j'ai j'ai de la famille là-bas et que je suis proche de ma famille. Et parce que je trouve quelque chose dans la nature. Mais Ok. c'est les seules raisons. Autrement, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Amis, quelques amis, famille et montagne. Très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour là, sur toute la partie expatriation. On va passer à la partie business, puisque j'imagine que tu ne vis pas d'eau et d'eau fraîche et que tu n'es plus salarié, donc tu as ton propre business. Donc tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes sources de revenus et ensuite on va parler de l'une d'entre elles un petit peu plus en profondeur. Oui, alors moi, ma source de revenus principale, donc c'est Amazon FBA. Ok. J'ai acheté ta formation en 2020, fin 2020. Alors que je m'apprêtais donc à quitter mon emploi. J'avais acheté la formation pour commencer à regarder un peu quoi faire après. Ok. J'avais vu tes vidéos, ça m'avait vraiment plu. Je m'étais dit, bah, pourquoi pas essayer. Tu étais tombé dessus un peu par hasard. Voilà, un peu par hasard, je m'ennuyais pendant le Covid sur YouTube. Je regardais différentes vidéos, je cherchais des choses à Tu as faire. hésité entre différents business models? Non, parce Non. que j'ai tout de suite vu business Amazon FBA. J'ai tout de suite trouvé ça assez fou. J'ai vu que j'avais toutes les skills pour pouvoir le réaliser. Donc je me suis dit, bah, let's go, let's try it. Et bah, ça a plutôt pas mal marché parce que j'ai lancé mon business en 2021. Ok. Aujourd'hui, donc après 4 années, sachant que je me suis un peu détaché du business, hein, c'est pas ce qui me prend le plus de temps dans la journée, on va dire. Mais aujourd'hui, je fais à peu près, là en ce moment, on va dire du 10 000 $ de profit par mois. Donc Ok. c'est pas mal. En 2024, j'ai dû faire 90 000 $ de profit sur l'année. Donc En chiffre d'affaires, ça représente en combien? chiffre d'affaires, ça représente un peu moins d'un demi-million, Ok. dans les 400 000 500 000. Ok. Tu Donc as combien de références pour atteindre ce chiffre d'affaires? j'ai 10 produits. 10 produits. 10 produits et ça inclut quelques variations. Ok. Et là, tu te sens comment dans ce business actuellement? Tu es toujours en phase de croissance ou tu es en vitesse de croisière? Alors là, ma croissance, elle est principalement sur les mêmes produits. En fait, voilà, j'ai vendu quelques produits hors d'Amazon. Ok. J'ai quelques clients qui m'achètent des produits hors Amazon, Ok. qui après les revendent sur leur site ou des choses comme ça. J'ai également beaucoup travaillé l'année dernière sur la PPC. Donc la J'ai publicité doublé, interne exactement, j'ai à la doublé marketplace. mon revenu et mon profit
grâce à une meilleure stratégie PPC. C'est une de mes questions. Tu as eu une courbe qui a vraiment été exponentielle l'année dernière, c'est ce que tu m'as dit dans notre appel. Et le plus gros game changer en fait, de ton business, ça a été de maîtriser le PPC. Maîtriser le PPC et en fait surtout investir beaucoup plus en PPC. Ok. Parce qu'avant j'étais un peu shy, j'aimais pas que cet argent parte en fumée. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne quand tu Après, si c'est bien géré, exactement. Tu mets une pièce, tu en récupères deux de l'autre côté. Hein. Il faut bien regarder, bien étudier. J'ai passé un peu de temps pour faire ça et ça a vraiment porté ses fruits, donc très content. Donc je continue à monitorer ça assez closely. Mais globalement, ce business, moi j'ai aucun employé, faut savoir. Enfin, je travaille avec ma femme, donc elle m'aide sur. Elle bosse dessus avec toi. Ouais. Okay. Elle gère certains fournisseurs, elle gère une certaine partie du business. Et en tout, tu vois, ça doit nous prendre peut-être, à moi, peut-être 1 heure par jour en moyenne. Et à elle encore moins. Okay. C'est surtout maintenant qu'elle a le bébé. Mais on peut créer un business, ça marche, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, c'est super intéressant. Et parce que c'est vrai qu'il y en a qui nous regardent, qui se demandent à chaque fois, est-ce que c'est vrai ou pas? Tu sais, moi, la première fois que j'ai acheté la formation, quand j'en parle autour de moi, les gens me disaient non, mais ça doit être un scam, ça peut pas marcher, machin, tatati, tatata. Le mec, il raconte n'importe quoi. Moi, je sais à peu près étudier les gens, je pense avoir un jugement à peu près correct, donc j'avais vu que ça avait l'air legit, tu vois, t'avais l'air sérieux. Et puis c'est pas de la poudre, c'est Amazon. Enfin, tu peux aller sur le site, tu peux aller voir par toi-même. Exactement, les produits, il y a bien quelqu'un qui les vend. Ouais. Et tu vois les volumes en ayant un outil comme Jungle Scout, tu peux voir les volumes, et ces volumes, il y a quelqu'un derrière qui ramasse le profit. Hein. Et tu vends sur quel marketplace? Europe uniquement? Europe, assez diversifié sur l'Europe. Ok, top. Tu as pour projet peut-être d'aller sur les États-Unis ou tu veux... Alors, mes produits actuels n'ont pas trop de demandes aux États-Unis. Ok. Donc, j'aimerais bien, mais il faudrait que C'est quoi, ils n'ont pas de demande ou ça serait trop dur de pénétrer le marché américain sur tes produits? Non, ils sont très spécifiques au marché européen. En fait, il y a des produits équivalents en Europe, mais ils n'utilisent pas le produit que je vends Okay. pour l'utilité qui est l'utilité du produit. Voilà. Ok. Et quel avait été ton budget de départ quand tu t'es lancé? Alors, je m'étais lancé sans vraiment, j'avais déjà quelques fonds, donc j'avais pas vraiment un budget spécifique. Pour faire simple, on va dire que sur mon premier produit, j'ai dû investir moins de 5 000 $, Okay. un produit qui a été immédiatement profitable. Mais j'ai commencé à sortir de l'argent du business après avoir investi environ 30-35 000 $. Okay. Voilà, donc quand j'ai atteint ça, là j'ai commencé à sortir. 35 000 $ d'investissement, et combien de temps à peu près avant que tu puisses prendre tes premiers bénéfices? Parce que ça, c'est aussi une question qui revient très souvent. 1 an et demi. Donc, tu as eu 1 an et demi à vraiment construire ton... Voilà. Et surtout, tu as le problème du cash flow, tu dois tout réinvestir, etc. Donc, c'est ça, ouais. Ok. Donc... C'est souvent ça sur Amazon. Effectivement, les cash flows ne suivent pas immédiatement parce que tu as de la croissance. Donc, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est ton business grossit plus vite que ce que tu as comme argent à réinjecter dedans. Donc, tu es obligé de mettre des fonds propres en supplémentaire. Ok. Et du coup, c'était ton premier business web? Oui. Ouais. Et est-ce que tu avais des appréhensions avec le fait de lancer un business Pas vraiment, parce que j'avais déjà l'habitude un peu de l'entrepreneuriat. Puisque tu faisais de l'entrepreneuriat dans la société où tu étais employé, donc tu avais déjà un peu la fibre, on va dire. Exactement. Okay. J'avais déjà eu des projets aussi personnels, pas dans le web, mais des projets qui avaient capoté. Mais voilà, j'avais l'habitude, j'avais déjà eu des échecs, donc j'avais pas peur d'en avoir d'autres. Ok, c'est une bonne mentalité à avoir. Le plus gros problème que tu as rencontré avec Amazon, pour pas que tout soit rose non plus, si tu as eu quelque chose qui a été difficile, et surtout comment tu l'as solutionné? Alors oui, j'ai eu quelques points un peu compliqués. Déjà, ouvrir le compte en Europe avec ma LLC aux États-Unis, ça a été compliqué. Ça a été la première hurdle qui s'est présentée devant moi. Ça filtre. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont filtrés là-dessus et qui abandonnent, parce que ça m'a quand même pris 4 mois pour réussir à faire ouvrir le compte. Okay. Et j'ai dû aller chercher un directeur d'Amazon Europe sur LinkedIn et lui expliquer que c'était vraiment de la merde, entre guillemets, leur système, parce qu'on se faisait sortir sans raison, alors que tout était OK de mon côté. Et après, ce mec-là m'a envoyé avec une vraie personne qui a pu m'ouvrir le compte, donc ça a été ça, on a travaillé là-dessus aussi dans la Offshore Mastery maintenant, à donner encore plus de conseils pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais malheureusement, la décision finale, elle est d'Amazon, et parfois, il y a des blocages, comme tu viens de le dire, qui peuvent durer des mois. Mais ça s'est un peu assoupli dernièrement. Si tu fais bien les choses, il faut vraiment avoir la bonne adresse, etc. Le souci, un des gros soucis, en vrai, c'était les adresses communes qui étaient utilisées par tellement de gens que ça crée un problème pour Amazon, en fait. Les adresses des LLC. Ok, donc ton plus gros problème, ça a été déjà la création. C'était le premier en tout cas. Et t'as pas baissé les bras. Après, j'ai eu un problème avec un compétiteur. À un moment donné, j'ai lancé un produit et il y a un compétiteur qui avait un dessin et modèle sur un produit qui ressemble. Enfin, je m'étais inspiré de son produit, très clairement. Ouais. Et donc, le mec m'avait envoyé des lettres, des machins, avait fait fermer mon produit par Amazon, donc sans raison, puisqu'au final... Copyright. Voilà, en fait, il avait rempli dans le système Amazon qu'il avait un brevet. Patent, exactement, alors que c'était un dessin et modèle. Okay.
Et du coup, ça m'a pris 1 ou 2 mois sans pouvoir vendre ce Et produit. Amazon est super strict là-dessus. C'est bien que tu le précises parce que parfois, ils vont pas faire la vérification jusqu'au bout et ils préfèrent Exactement. fermer, bloquer ton Voilà, ils listing bloquent et on parle après. et on parle après. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Voilà, mais j'ai pu parler avec eux, j'ai fait une lettre d'avocat et ça s'est résolu en 1 ou 2 mois, je me souviens plus, Ok. c'était au tout début. Du coup, tu es resté 1 ou 2 mois sans pouvoir vendre Un produit, un produit. enfin Ok. 2 produits. Ok. Ouais. Ok. Mais ça s'est bien solutionné et depuis, ce produit, je le vends toujours et ça marche très bien. Il y a plein Ok. d'autres compétiteurs qui sont arrivés. Je sais pas s'ils ont eu les mêmes problèmes, mais Ok. en tout cas, voilà. Ok. Donc ça, c'était les grands problèmes que tu as eu. Voilà ça. Après, oui, c'est à peu près les problèmes principaux que j'ai eu. Cool. Bah, c'est bien aussi de partager ça parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on fait les vidéos sur Amazon FBA, les gens ils se disent bah, tout est parfait, ça va être facile, etc. Il y a parfois, ça C'est fait jamais partie de facile. l'entrepreneuriat et c'est bien que tu partages ça également. Tu peux pas lancer un business qui va générer 10 000 balles par mois sans Sans qu'il y ait, avoir transpiré un peu. ouais. Voilà. Ça paraît facile, effectivement, quand on en est au stade où ça tourne un peu tout seul. Mais voilà, il y a eu quand même de la sueur avant et du stress parce que voilà, c'est ton argent au final qui est sur la ligne. Donc non, c'est pas facile. On peut pas dire que c'est facile. Ok. Tu as déjà un petit peu en tête ce que tu voudrais faire avec ce business. Est-ce que tu penses à le revendre un jour ou Oui, ça j'y fait partie pense. de... Ouais, j'y pense. Je pense que là, il peut encore grossir un petit peu. Peut-être, Ok. j'aimerais bien lancer quand même 1 ou 2 produits cette année. Il faudrait que je m'y remette. Mais oui, je pense à le vendre à un moment donné. Pourquoi pas. Ouais. Là, avec les multiples actuels, tu as un business qui vaut... tu as 10 000 de profit, c'est ça, par mois? À peu près, À ouais. peu près. 360 000 $ à peu près. Là. C'est ce que j'avais calculé. Ouais. Ouais. x4 à peu près. Ouais. Ça peut être sympa. Oui, voilà, si je pouvais avoir un demi-million, voire 1 million, ce serait encore mieux. Sachant que tu es parti avec 35 000, déjà ça fait un x10 dans Exactement. des multiples bas. Sachant que je me suis payé aussi pendant la période. Aussi, ouais. Donc pas mal, pas trop mal. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu utilises au quotidien, peut-être solutions bancaires, les outils que tu utilises pour suivre ton business, également pour la recherche de niche, etc. C'est pas mal de savoir tes tools. Oui, alors bon, on va commencer par la recherche de niche. Là, j'avais suivi tes conseils aussi formation, Jungle Scout. Ok. J'ai utilisé Jungle Scout depuis, je suis abonné depuis 3-4 ans, depuis le début. Ok. Donc c'est pas mal, c'est un bon outil. Franchement, il n'y a pas. T'es pas Je passé pense sur que Helium c'est- 10? J'ai pas utilisé Helium 10. Il y a beaucoup de gens là qui passent sur Helium 10. Ouais, j'y ai vraiment, pensé, mais comme j'ai pas fait beaucoup de recherches de niche active récemment, Ok, mais ça pourrait être l'occasion à l'année prochaine de passer sur Helium 10. tu regarderas. Ok. Suivi de ton business, tu le suis. Shopkeeper, Shopkeeper, ok. qui fonctionne bien. Ok, Donc je suis très content de Shopkeeper. Je pense que c'est indispensable, sinon Ouais. tu sais pas combien tu gagnes, c'est impossible. clairement. Il y a tellement de petites De lignes. petits frais, Quand même t'ouvres parfois, tout, ouais. là. Même sur Shopkeeper, parfois tu vois des trucs, c'est quoi ce truc? Ouais, Tu comprends pas, tu es obligé de faire un case sur Amazon pour savoir ce que c'est. ouais, clairement. Ok. Donc Shopkeeper. Et niveau bank, donc j'ai utilisé Mercury pendant un certain temps. Qui est une banque fintech en ligne pour les LC américaines. Exactement. Ok. Que j'ai plus. Ils m'ont fermé ouais en tant que résident aux Philippines. Ils Ok. acceptent plus les Philippines. Donc, Ok. ils m'ont fermé l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave parce que j'avais déjà de nouvelles options. Donc j'ai Donc, Wise. bien mauvaise évidemment. expérience parce qu'ils t'ont fermé le compte, mais sinon sur j'utilisais plus, de toute l'interface. façon. Ah ok. Mais l'interface est vraiment agréable à l'interface est utiliser. top, Ils sont ouais. vraiment bien. Ouais. Voilà, donc pas bon si tu es résident aux Philippines. Ok. Après, il y a savoir. Wise que j'utilise, c'est ce que j'utilise le plus pour recevoir l'argent d'Amazon. Ok. Et après, Bank of America, que j'utilise comme Solide. banque principale. Voilà, pour moi, c'est la meilleure banque que j'ai. J'utilise aussi leur carte de crédit Travel Reward qui me rapporte beaucoup de cashback. Donc ça, je recommande aussi à tous les vendeurs qui ont des LLC d'aller faire le voyage aux États-Unis pour ouvrir Tu un l'as compte. fait, ouais. Tu as été là-bas. J'ai ouvert été le 2 compte. fois là-bas, une fois pour ouvrir le compte. Il m'avait filé d'ailleurs une secured credit card la Ouais. première année, Ouais. qui était limitée à $500 par mois. Bah oui, parce que quand ils te connaissent pas, ils vont pas te donner une ligne de crédit Exactement. comme ça et que tu pourrais t'en aller sans jamais la rembourser. Donc en fait, tu dois mettre un dépôt qui est équivalent au montant que tu peux déposer avec la carte. Et puis ensuite, une fois que tu as un peu d'historique, ils peuvent te donner des meilleures cartes C'est de ça. crédit. Au bout de 6 mois, je crois, ils m'ont rendu le dépôt Ok. et ils m'ont augmenté le plafond. Donc ça a été, je sais pas, c'est passé de 500 à 1500 à 5000 et plus. Ok. Donc c'était cool. Et du après, coup, tu payes tout ton PPC sur Amazon Exactement. avec. Tu m'as dit que tu payais aussi tes fournisseurs quand tu faisais le trade insurance. Exactement. Donc au final, non, genre, je dois dépenser plus de $100 000 par an sur cette carte, enfin sur ces cartes, puisque j'en ai aussi une personnelle. Ouais. Donc c'est assez intéressant à 2% de cashback. Ça fait déjà un Tu peu de récupères cash, 2-3 000 que tu aurais laissé sur la table si tu avais utilisé une carte de débit. Et ça, c'est Exactement. un conseil que je donne. C'est-à-dire que quand tu fais du PPC, par exemple, de la pub, tu es 2% moins cher que tous tes concurrents. Enfin, si eux, ils utilisaient des cartes de débit, sinon tu pars avec un désavantage en n'utilisant pas une carte de crédit, en fait. Ouais. Complètement.
Et c'est pareil pour tout. Ok, intéressant. Et en termes d'objectifs, donc là, je t'ai déjà demandé potentiellement vendre ton business à un moment ou un autre, mais tu vas d'abord le faire grossir. Est-ce que tu as une target un petit peu en termes de chiffre d'affaires que tu aimerais bien atteindre? Bah, je te disais, moi, sur le chiffre d'affaires, oui, si je pouvais faire à peu près 1 million sur l'année, ce serait un bon moment pour revendre, je pense. C'est Ok. aussi là où tu peux plus facilement aller targeter les gros agrégateurs, hein. Généralement, c'est leur minimum, Ouais, hein. ouais. Ils sont pas très intéressés des business. 500 000, c'est le premier niveau où ils peuvent regarder ton dossier, mais en vrai, ils préfèrent le Ah oui, million oui, ou plus. Ouais. ouais. Ok, donc essayer d'aller taper le million, il faut que tu fasses 1 fois 2, donc il faut retrousser un petit peu les manches, là, sortir Exactement, faut plus se de remettre un produits. peu dessus. Bah, multiplier ce que tu as déjà fait qui marche en fait. Exactement. Mais ça, c'est un danger en fait, et je l'ai remarqué chez beaucoup de vendeurs, c'est qu'une fois que tu as une petite vitesse de croisière, ce que tu as là actuellement, c'est pas toujours facile de se remettre les mains dans le Ouais. cambouis et de relancer plus de produits. Et... Oui, effectivement, effectivement. Surtout quand tu commences à faire d'autres trucs. Ouais, Moi, j'ai pas mal d'autres hobbies, entre guillemets, donc voilà, tu passes pas autant de temps et puis qu'avant. tu es confortable avec ce Et t'es revenu confortable, bah d'une oui, oui, dizaine de oui, milliers d'euros oui, par oui, mois, forcément. oui, Ça pousse plus autant que quand tu es juste au début et que tu n'as pas trop d'argent et que tu exactement. sais pas comment tu vas terminer le mois. Hors Amazon FBA, est-ce que tu as d'autres objectifs, peut-être d'autres business ou d'autres investissements et peut-être même des objectifs perso que tu voudrais partager puisque ça porte bonheur de les partager ici. Enfin, du moins, le fait de le dire publiquement, ça Ça pousse te à le met la faire. pression. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, j'ai des objectifs. Là, cette année, je m'étais dit essayer de lancer quelques nouveaux produits. Donc voilà, après, j'aimerais bien aussi lancer un nouveau business décorrélé d'Amazon, donc Ok. quelque chose d'autre. Pour diversifier. Voilà, potentiellement quelque chose localement ici aux Philippines, dans l'hôtellerie. Tu vois, je réfléchis à acheter un terrain. Je regarde des terrains régulièrement pour essayer de faire un petit resort, quelque chose dans le genre. Ce Ok. serait quelque chose qui me plairait bien. Ça connecterait un peu ce que je faisais avant avec ce que j'aime faire, tu vois, construire des choses, mais physique cette fois-ci. Ok. Et après, mes objectifs personnels, bon, bah, j'ai une famille maintenant à gérer, donc c'est quelque chose qui prend du temps aussi, donc ça peut aussi compliquer le reste. Et les objectifs sport aussi, comme je fais beaucoup de sport, j'ai quelques objectifs, quelques projets cette On année. a un grand coureur de trail. On dit coureur de trail? Oui, un trailer, Un coureur de trailer. trail, ouais, Un ouais, trailer. Tu m'as dit, tu as fait 168 km en 38 heures, un truc comme ça. 28 heures 28 heures. 28 heures à courir dans la en montagne. continu. Incroyable. Incroyable. Je savais même pas que c'était possible. Ok, donc tu as des objectifs aussi dans Voilà, ce j'ai des sport, objectifs cette année qui sont plus basés sur la vitesse, plus que l'endurance. plus que l'endurance. Ok, Voilà, sur des vitesses, c'est-à-dire des courses de moins de 40 km. ok. Ce Je qui paraît pas t'accompagnerai rapide pour certains, mais je t'accompagnerai pas. Je t'accompagnerai pas sur celle-ci. Ok, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là entre expatriation et business Amazon FBA. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de partager toute cette expérience, c'est super cool. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter pour terminer le podcast? écoute, je pense qu'effectivement qu'on a fait le tour. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi, d'avoir pu faire ta connaissance et voilà, partager mon expérience, hein, parce que c'est aussi important de redonner ce qui t'a été donné d'une certaine façon. Donc merci à toi Merci. d'avoir vendu cette formation il y a quelques années. Et oui, j'espère qu'on pourra se refaire une vidéo dans quelques années Avec des nouveaux résultats, quand tu auras atteint exactement, peut-être le million, ça serait top. On quand peut se j'aurai donner vendu le business. ouais, l'un ou l'autre, effectivement. Ok, bah top, le rendez-vous est pris. Super Julien, Encore merci une beaucoup. fois, merci à toi. Et puis pour ceux qui sont intéressés par le fait de rejoindre les mêmes formations que Benjamin a suivies, donc soit la Super Seller Academy pour lancer un business sur Amazon ou la Offshore Mastery pour s'expatrier, eh bien sachez que comme d'habitude, je mettrai tous les liens juste en dessous et on se retrouve soit à l'intérieur d'un des programmes d'accompagnement, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.